Bonjour, bienvenue sur Parcours Mathématiques. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas Lorraine qui présente l'émission, c'est moi, Alexandre Morgan, du podcast Math en tête. Lorraine m'a demandé d'inverser les rôles aujourd'hui exceptionnellement parce que on fête les 1 an de son podcast. Donc déjà, bon anniversaire Parcours Mathématiques. Et je te donne tout de suite la parole, Lorraine. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors déjà, merci, pour cette interview. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, de passer, de l'autre côté du micro, mais bon, on va y arriver. Donc, pour me présenter, je m'appelle Lorraine, j'ai 23 ans et donc j'ai créé, Parcours Mathématiques, qui est le podcast que vous êtes en train, d'écouter. Donc, sinon je pense que je suis, la fidèle descendante, d'Hercule Poirot, parce que je suis quelqu'un de vraiment très curieux. Donc je m'intéresse à beaucoup de choses et je suis passionnée par plein de choses. Donc si je me prends de passion pour un sujet, je vais aller le creuser, vraiment, je vais tout chercher sur le sujet. Je vais être, incollable dessus, je pense. Bon bah super, mais alors pour coller un peu au titre de ton podcast, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours? Et oui, c'est toujours la deuxième question que je pose à mes invités. Alors, donc pour revenir sur mon parcours, j'ai fait un bac, scientifique, avec, spécialité mathématiques, parce que j'aimais déjà beaucoup les mathématiques à l'époque. Et ensuite, j'ai choisi, d'aller en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc je suis restée dans le même lycée. Donc moi, j'étais au lycée Victor Hugo à Besançon et donc j'ai fait, 2 années de prépa, donc MP-SI et MP étoile. J'ai choisi, encore une fois, la spécialité où il y avait le plus de mathématiques, toujours guidée par, mon goût des mathématiques. Et ensuite, j'ai pas voulu, rejoindre une école, d'ingénieur et j'ai préféré, me tourner vers une licence de mathématiques parce que j'étais plus attirée par, le métier de professeur et ou la recherche. Donc j'ai fait une licence de mathématiques et j'ai fait, 2 ans de master de mathématiques appliquées que je viens de finir. Au final, je suis ni prof, ni je fais de la recherche. Je m'oriente plus du tout là-dessus. Maintenant, en fait, je j'aspire plus à devenir, data scientist, plus précisément pour le domaine du sport. On va dire, que j'ai découvert un peu, au travers de mes études et qui me passionne. On verra bien pour la suite. On va dire, on est qu'au début de mon parcours. D'accord, bah alors un truc de fou, c'est que Lorraine, tu sais que moi aussi je suis passé par, Besançon et la prépa Victor Hugo, donc c'est un point qui nous rassemble également. Moi aussi, je n'ai pas fait d'école d'ingé comme toi, mais, qu'est-ce que tu retires quand même de ton expérience en prépa? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Alors, même si je suis pas allée en école d'ingénieur après la prépa, c'est pas un choix que je regrette, en fait, aujourd'hui. Je pense que si je revenais dans le passé, je referais exactement les mêmes choix. La prépa, ça m'a apporté du bon et du moins bon, on dira. Je vais déjà dire plutôt les bons côtés. En fait, moi, la prépa, je l'ai toujours vue un peu, comme un défi. En fait, j'y suis allée parce que j'aime beaucoup les défis et c'est vrai que la prépa, je trouve que c'est quelque chose d'un peu challengeant, mais dans le bon sens du terme, en fait. C'est-à-dire, je parle pas de compétition malsaine avec les autres, mais c'est vrai qu'on est, bah, en compétition avec les autres élèves, mais moi je le vois plus comme un moyen de nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas été à prépa, peut-être que j'aurais pas eu le même niveau que j'ai aujourd'hui parce que ça m'a vraiment poussée à vraiment donner le meilleur de moi-même, à essayer d'être, la meilleure possible, quoi. Pas forcément en allant écraser les autres, mais juste pour, atteindre le meilleur niveau, qu'on peut atteindre soi-même. Et c'est vrai que je pense que ça c'est vrai que c'est beaucoup de travail la prépa, mais ça apprend vraiment à s'organiser et à travailler avec, sous la pression et en fait, en ayant beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc c'est vrai que maintenant, même quand je vois, par exemple, que j'ai plein de trucs à faire, je dis: «Non mais c'est bon, tu vas savoir gérer, c'est bon, tu vas t'en sortir, quoi». C'est ça que ça m'a appris et c'est vrai que c'est quand même une bonne expérience pour ça. Après, c'est vrai que quand on veut pas forcément faire d'école d'ingénieur, il y a certaines choses qui vont pas forcément nous aller parce que c'est quand même très axé concours et ce que je reprocherais à la prépa, c'est que ça reste quand même très scolaire. Concours, c'est quand même il faut savoir respecter les règles. Donc je dirais que pour les gens qui aiment pas forcément enfin, qui aiment mieux être plus autonomes et moins encadrés, la prépa, ça leur ira pas forcément. Alors que des gens qui ont besoin d'être encadrés, c'est vrai que la prépa, c'est une très bonne expérience. Mais c'est vrai que si on aime, le côté plutôt autonome, faire des recherches un peu de nous-mêmes, bah, la prépa, ça reste très scolaire, après il faut aimer, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. D'accord et donc toi, la suite pour toi, ça a été master. Comment tu l'as choisi ce master en fait? Est-ce que tu peux, détailler un petit peu, ben, ce que tu y as fait? Comment tu as réussi à choisir? Comment ça s'est, présenté à toi?
Alors, déjà avant de faire le master, c'est plutôt on commence par faire, une, 3 année de licence. Donc en fait, à la fin de la prépa, on a des équivalences, si on a à peu près, bien travaillé les 2 années et on peut aller directement en 3 année de licence, de mathématiques dans la l'université qu'on souhaite. Donc moi, j'ai pas souhaité forcément rester à Besançon parce que les masters, par la suite, ils m'intéressaient plutôt à Strasbourg, donc je suis partie à Strasbourg, donc en 3 année de licence. Et même, c'est vrai que pendant cette année de licence, c'est vrai que je pensais plus à faire de la recherche ou faire, professeur de mathématiques. Et c'est vrai que pendant cette 3e année, je me suis quand même un petit peu questionnée, on va dire, sur, pourquoi je voulais le faire. Et c'est vrai que je me suis dit qu'en fait, professeur de mathématiques, c'est vrai qu'il y avait des aspects du métier qui me plaisaient, mais je me suis dit qu'il n'y en avait pas assez pour que vraiment, je choisisse de m'engager dans cette voie. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de mathématiques fondamentales en 3 année de licence et en fait, je me voyais pas forcément faire des maths pour faire des maths. Moi, j'aimais bien un peu, le côté un petit peu plus, multidisciplinaire et un peu plus on voit ce qu'on peut faire avec, des mathématiques, appliquées. Donc c'est pour ça que déjà, je me suis dit: «Non mais en fait, je préfère pour continuer, faire quelque chose qui me plaît vraiment. Je veux pas faire un métier juste pour faire un métier, je veux faire quelque chose qui me plaît. Donc je vais continuer dans ce qui me plaît le plus, qui s'appelle les mathématiques appliquées». Donc à Strasbourg, il y a plusieurs masters, donc il a fallu choisir et ça a pas été un choix, forcément facile parce que c'est dur, quand on connaît pas trop toutes les sous-matières, du master de choisir. Donc moi, j'ai choisi celui un petit peu qui était plus entre maths et informatique, parce que j'avais toujours bien aimé, l'informatique. Même en prépa, j'avais choisi plutôt option informatique, c'est vrai. En fait, c'est quelque chose qui m'attirait, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, comment ça marche l'informatique, donc du coup, je me suis dit: «J'ai pas mal de maths et d'informatique, les thématiques ont l'air de me plaire», parce qu'à la base, ce qui m'intéressait pas mal, c'était tout ce qui était, santé et mathématiques et c'est vrai qu'il y avait pas mal de sujets qui étaient proposés dans ce master. Ça pouvait être en lien avec, ce genre de thématique et c'est ça, qui m'intéressait aussi. Donc c'est comme ça que j'ai un peu, fait mon choix et qui il était assez aussi, on va dire généraliste. Donc je me disais: «Je peux toucher à beaucoup de choses, comme ça je peux tester des choses et je verrai ce qui me plaît le plus à la fin». Mais avant de rentrer, je pense pas que je peux pas dire que je savais, vraiment, sur quoi je voulais m'orienter, à part que j'aimais bien le côté recherche. Donc j'avais quand même toujours un peu cette idée de faire de la recherche parce que bon, je pense que c'est mon côté curieux qui parlait, vraiment creuser des sujets, j'adore. Toujours cet esprit, Hercule Poirot donc. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et du coup, alors ta voie, tu l'as trouvée un petit peu comme ça, en tâtonnant, tu avais envie d'explorer des choses qui t'intéressaient certes, mais sans forcément savoir ce que ça allait amener. Et du coup alors, ton master il s'est terminé là. Tu t'es, lancé dans une, recherche de stage qui boucle, un petit peu, ton cursus, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que même, pour revenir un peu plus, pour qu'on comme sur comment j'ai construit mon parcours, peut-être ça peut aider d'autres gens, mais moi, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est je veux dire, tu peux penser c'est dur de penser à très long terme, mais sur le coup, je me disais: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'étudier? Qu'est-ce qui me donne envie?» en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait au fur et à mesure. C'est en fait, à chaque fois, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que la recherche, c'est quelque chose qui m'a attirée pendant très, très longtemps. Au final, c'est pas ce que je vais faire, mais c'est pas si éloigné que ça non plus. Et c'est vrai que, je pense que des fois, on se pose trop de questions sur, tous les débouchés et tout le futur, mais des fois, il faut juste regarder à court terme, genre qu'est-ce qui nous plaît? Parce que franchement, si on fait des études qui nous plaisent pas du tout, même si le métier au fond, il nous plaît, je suis pas sûre qu'on arrive vraiment à s'investir dedans. Et donc pour revenir un peu sur ma recherche, de stage, donc je voudrais déjà revenir un petit peu sur, le pourquoi du comment, je suis tombée un peu dans la data science pour le sport, parce que c'est pas forcément, la première chose auquel on pense. Et c'est vrai que l'histoire est peut-être assez amusante. En fait, en 1re année de master, donc en fait, on a des projets en collaboration avec des entreprises et donc on a une petite présentation comme ça des différents projets qu'on peut avoir. Et donc il y a un projet qui a retenu mon attention, c'était un projet en collaboration avec l'équipe cycliste Groupama FDJ, donc de la data science appliquée au monde du sport. Et donc après on fait nos vœux et tout, on a des affectations et je pense qu'il y avait 8 choix à faire et moi q le jour où je vois les résultats, j'ai mon avant-dernier choix. C'est-à-dire un projet qui ne m'intéresse, pas trop. Vraiment, c'était vraiment pas un projet que je voulais. Donc franchement, j'étais hyper déçue sur le coup et moi je comprenais pas trop, je me disais quand même pour avoir mon avant-dernier choix, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi m'a-t-on affecté un choix que je veux pas? C'est injuste, pourquoi? Donc du coup, je suis allée demander, au responsable de la formation, donc qui faisait les affectations, je lui ai juste demandé, pourquoi j'ai eu ce vœu-là?
Il m'a juste dit qu'en fait, il avait hésité entre, 2 autres personnes pour mon deuxième choix et que l'autre personne avait mis, le choix que je voulais pas en dernier et moi en avant-dernier et c'est comme ça qu'il avait choisi. Donc en fait, comme quoi des fois, il faut pas trop faire de suppositions sur, les intentions qu'ont eu les gens parce que des fois, c'est pas du tout ce qu'on croit. Des fois, il y a pas forc c'est pas forcément contre nous, en fait. Et du coup, à partir de là, je lui ai expliqué que j'étais vraiment très motivée, bah, pour le projet avec le sport parce que je m'intéressais déjà pas mal, à tout ce qui était physiologie du sport à ce moment-là et du coup, franchement, je me disais: «Ce sujet, il combine tout ce que j'aime». Il est fait pour moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, après il a réfléchi, il m'a dit: «Ah mais en fait, peut-être qu'on pourrait rajouter une personne sur ce projet». Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur le projet. Et vraiment à ce moment-là, j'étais super heureuse, je me suis dit: «Waouh, j'ai le projet, que j'adore» et comme quoi, des fois, faut pas hésiter à demander parce que c'est vrai que des fois, ça peut amener des surprises, quoi. Parce que moi, j'y croyais pas du tout. Parce que pour moi, le projet, il était complet, donc c'était impossible qu'on le change. Donc à ce moment-là, vraiment, j'y pensais pas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon projet et après j'ai fait, mon stage. Donc toujours, à l'équipe cyclisme Groupe ADJ. Et vraiment, genre pendant ces, je dirais 5-6 mois qu'on a travaillé sur ce projet, je me suis toujours dit que vraiment le sujet me passionnait. Je me suis dit: «Franchement, je regrette absolument pas mon choix. Enfin, j'adore la thématique, c'est tout ce que j'aime, quoi». Et donc du coup, quand j'ai cherché mon stage, au début, j'ai regardé un peu les offres de stage, j'ai regardé un peu ce qui m'intéressait. Donc il y avait tout ce qui était santé qui m'intéressait toujours aussi. Mais au début, je répondais à des offres qui me plaisaient et que je trouvais intéressantes, mais bon, voilà, sans plus. Et après, je me suis dit parce qu'en fait, j'avais peur, le monde du sp la data pour le monde du sport, on va dire, c'est un peu une niche, donc j'avais peur de m'enfermer dans une niche au début. Après, je me suis dit: «Mais en fait, Lorraine, pourquoi tu ne tentes pas de trouver un sujet de stage qui vraiment, te passionne? Même si c'est la niche, au pire, c'est pas très grave, c'est juste un stage de 6 mois, ça t'enferme pas dedans non plus». Donc du coup, je me suis mis à chercher des entreprises et des sujets qui vraiment, mêlaient la data au monde du sport parce que c'était vraiment, bah, c'est vraiment les sujets que chaque fois que je le voyais, je me disais: «Ah, ça a l'air super génial». Et c'est comme ça qu'un jour, je voulais faire une candidature spontanée pour, une start-up qui m'intéressait, donc qui s'appelait Sport Testing. Et donc je vais voir sur la page LinkedIn de l'entreprise et tout pour avoir des informations dessus. Et ce jour-là, je vois qu'il y a une offre de stage en tant que data scientist dans cette start-up qui vient d'être, mise en ligne. C'était une coïncidence folle. Donc du coup, je me dis: «Waouh, c'est incroyable, le même jour que je fais ma candidature spontanée, ils ont une offre de stage de 6 mois». Je me dis bah, du coup, j'ai postulé, je pense, 10 heures après que l'offre soit sortie parce que j'avais déjà tout préparé, en fait. Incroyable! Et donc au final, du coup, j'ai réussi donc j'ai fait mon stage à Sport Testing. Donc comme quoi c'était le destin, je pense. Et franchement, j'ai été vraiment très contente de ce stage et je regrette pas d'avoir vraiment choisi un sujet de stage qui, on va dire, qui vraiment me passionnait. Parce qu'au moins j'ai passé 6 mois de stage à travailler sur des thématiques qui m'intéressaient et je pense que ça a pas de prix. Il y a d'autres thématiques qui auraient pu m'intéresser aussi, mais c'est vrai que travailler sur quelque chose qui m'intéresse pas du tout, je suis pas sûre que j'en aurais été capable et je suis pas sûre que j'aurais passé, 6 mois de stage, aussi bien quoi, on va dire. Après souvent, sa chance, on la force, hein, donc c'est ce qui a l'air de s'être produit ici et c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu retiens de tout ça alors de ton passage dans cette entreprise, de ce stage? Alors c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que pour moi la chance, il faut vraiment la provoquer parce que la chance, elle arrive pas toute seule. Et c'est vrai que des fois, c'est des toutes petites actions, dont on se rend pas forcément compte sur le coup, mais qui, vraiment, peuvent un peu changer notre destin. Enfin peut-être c'est un peu, bizarre de dire ça comme ça, mais pour moi c'est vraiment vrai. Des fois, c'est des petites choses qui peuvent vraiment tout changer. Donc avant de répondre, sur ce que stage m'a apporté, je vais détailler peut-être un petit peu plus, ce que j'y ai fait. Donc déjà, je tiens à dire que j'étais data scientist. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est le métier de data scientist, moi je dirais que c'est un métier qui va mêler mathématiques et informatique. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de données et on va dire qu'on voudrait les traiter pour, en ressortir, on va dire, certaines choses qui pourraient être utiles ou nous donner plus d'indications. Donc je dirais que la première question à se poser quand on est data scientist déjà, c'est de bien comprendre les besoins, en fait, des gens, on va dire. C'est-à-dire que on a beaucoup de données, mais il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut en faire, en fait. Parce qu'on peut faire des choses super bien en data, mais si au final, ce qu'on fait, c'est pas vraiment utile ou c'est pas vraiment ce qu'on voulait, ce sera pas forcément terrible. Donc déjà, on comprend ce qu'on veut faire, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut en tirer. Après, on peut un peu regarder les données pour voir, peut-être avoir d'autres idées. Ensuite, il faut
bien les nettoyer et on va dire les préparer. C'est une tâche, je pense, qu'on néglige un peu, mais en soi, elle va nous prendre quand même pas mal de temps. Et donc déjà, avoir des données, on va dire, exploitables, c'est déjà une première étape. Ensuite, il y a tout ce qui est l'étape, on va dire, modélisation et on va dire arriver à faire ce qu'on veut en faire de ces données. Et je dirais que la dernière étape pour moi, c'est de vraiment visualiser les données. Parce que souvent, on sera amené à montrer nos résultats, nos données à certaines personnes. Il faut que ce soit, on va dire, utilisable par tout le monde et assez compréhensible facilement. On peut pas donner un morceau de code comme ça à des gens qui font pas du tout d'informatique. C'est un peu compliqué, on va dire, pour eux de comprendre. Donc après, il y a toute une tâche un petit peu de, on va dire, packager un petit peu ce qu'on a fait et le rendre accessible aux personnes. Donc ça, c'est pour ce qui est, on va dire, de la définition du métier de data scientist. Et ensuite, donc moi, j'ai fait mon stage à Sport Testing. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on faisait à Sport Testing, en gros, on faisait des tests, on va dire, de performance. Donc moi, je me suis occupée exactement des tests physiologiques sur les athlètes plutôt d'endurance. Donc c'est-à-dire tout ce qui est course à pied, cyclisme et triathlon. Et donc en fait, le but, c'est de donner justement aux sportifs des données, des indications qui peuvent leur permettre, on va dire, de s'améliorer à terme. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'avais pour rôle, on va dire, de justement d'analyser toutes ces données. Parce qu'en fait, quand on va tester un athlète, on va avoir beaucoup de données, on va dire, un peu différentes, que ce soit des données, soit sur les données de fréquence cardiaque, de VO2, ou encore des données de composition corporelle, et en fait, on va avoir plusieurs fichiers et plusieurs données, on va dire, échantillées au cours du temps. Donc déjà, le but, c'est de aller un peu regarder ces données et de, on va dire, déjà les préparer à pouvoir faire potentiellement des modèles dessus. Donc je dirais que la première étape, c'était d'arriver à trouver là où les données étaient fausses, parce qu'en fait, comme ça venait de capteurs, il pouvait avoir beaucoup de données, on va dire, qui étaient fausses et erronées. Donc déjà, il faut déjà traiter tout ça, et tout préparer et mettre en forme pour que ce soit facile à utiliser. Et après, je dirais que quand les données, elles sont prêtes, et ben justement, on peut faire des modèles, que ce soit des modèles plus ou moins simples, ou calculer tout un tas d'indicateurs qui vont permettre justement d'analyser, entre guillemets, les résultats de l'athlète. Du coup, la plus grande partie de mon travail, c'était justement aussi c'était de faire ces analyses, mais surtout de les automatiser pour justement gagner du temps à faire ces analyses. Donc ça pouvait être des analyses, on va dire, soit des analyses, on va dire, pour une personne donnée, c'est-à-dire j'ai analysé son test, soit, on va dire, une analyse, on va dire, plutôt comparative, on va dire, on comparait différents athlètes, on faisait des sortes de normes pour pouvoir les comparer, et donc ça servait plus, on va dire, à comparer les athlètes entre eux. Ensuite, j'avais un autre grand projet, on va dire, et donc ce que je voulais faire, c'était de construire donc un modèle de prédiction de performance en course à pied. Donc pour faire ce modèle, j'ai pas juste inventé un modèle, parce qu'en 6 mois, c'est quand même un petit peu compliqué, mais je me suis inspirée sur ce qui se faisait déjà dans la littérature. Donc j'ai trouvé un modèle qui allait plutôt bien à ce qu'on pouvait faire avec les données qu'on disposait à Sport Testing, donc qui étaient des données essentiellement physiologiques. Donc j'ai trouvé un modèle qui se basait, on va dire, sur des lois physiques et énergétiques, donc en prenant en compte un peu la réalité physiologique, et qui permettait de prédire par exemple, un temps sur une distance donnée. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un athlète et que j'ai ces données physiologiques, je peux lui dire que par exemple, aujourd'hui, il pourrait espérer tel temps sur telle distance, par exemple 10 km. Donc en fait, pour construire ce modèle, en fait, il est construit sur la théorie du contrôle optimal, que vous connaissez peut-être pas, mais en gros, il va nous... ce que ce modèle il va faire, il va nous donner le temps optimal que l'athlète pourrait faire sur la distance donnée, donc au moment où il fait son test du coup. Donc après, bien sûr, ça reste un modèle, et donc je pense que les résultats de l'algorithme sont pas à prendre au pied de la lettre, parce que oui, pour un athlète, ça va lui donner un taux optimal, donc sur une distance donnée, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu, comme l'état de forme, l'aspect psychologique de l'athlète, ou on va dire d'autres paramètres, on va dire extérieurs, comme la météo. Donc c'est sûr que faut plus le prendre, je dirais, comme une indication, et pas, on va dire, comme une valeur absolue, parce que en soi, même les modèles, ils sont pas parfaits, ils représentent au plus juste la réalité, mais ils peuvent jamais être parfaits. Donc faut prendre ça comme une indication, je dirais, avec une certaine marge d'erreur. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai fait à Sport Testing. Et donc, pour répondre sur ce que Sage m'a apporté, donc je tiens à dire qu'en fait, j'étais dans une start-up
Donc après, moi, j'ai toujours bien aimé, l'univers des startups et c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. On va dire donc c'est une thématique qui m'intéresse. Mais déjà, je savais que je serais la seule data scientist parce que c'était pas une grosse équipe. On est en start-up, donc on n'est pas très nombreux. Du coup, il y avait personne qui avait mon expertise en maths, on va dire. Donc déjà, je pense avant d'arriver, ça met un petit coup de pression parce qu'on se dit que si on n'arrive pas à quelque chose, bah, on pourra pas compter sur un de ses collègues, forcément. C'est-à-dire qu'il faudra chercher nos enfin, il faudra trouver des gens pour nous aider, mais pas forcément dans la start-up, peut-être extérieure ou sur internet. Donc déjà, ça met un petit coup de pression parce qu'on sait qu'il va falloir vraiment se débrouiller par soi-même. Donc déjà, ça, c'est pas forcément facile et c'est vrai que, ben, en start-up, faut quand même être, très autonome, quoi, parce que bon, il y a quand même des gens que pour je veux dire, j'ai quand même un tuteur de stage, donc il va me donner des lignes directrices, mais ça, il va pas tout me faire mon sujet. C'est-à-dire qu'il va me de en fait, il s'y connaît pas en data, donc il va me demander genre: «Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu penses que c'est possible techniquement?» Donc après, il faut arriver à transposer les demandes en problèmes mathématiques et arriver à le résoudre et c'est pas forcément, si simple que ça, quoi. Il a vraiment fallu être très autonome et aller chercher l'aide là où elle était pour, arriver à quand même finir mon sujet de stage. Mais formateur du coup, ça t'a obligé à sortir de ta zone de confort et puis, à aller chercher, et glaner, ce qu'il te fallait un peu ailleurs, quoi. Ah ça, c'est sûr que pendant ce stage, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort, là, il y a pas à dire. Mais, c'est vrai qu'en plus, je dirais qu'on est en start-up, donc l'avantage, c'est qu'on est petit et que moi, je peux voir un peu toutes les facettes de l'envers du décor d'une start-up, de comment ça marche. Parce que vous allez voir un petit peu comment la communication, elle fonctionne, comment ils essaient de développer leur, business. Donc en fait, vous apprenez des choses même, forcément, j'ai appris pas mal de choses en physiologie du sport, mais c'est logique parce que je peux pas traiter des données de sport sans rien y comprendre, quoi. Du coup, c'est vrai que j'ai appris pas mal de petites choses même, je dirais en dehors que de la data. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que ça ouvre un peu les choses et après c'est vrai que, bah, après on reste en start-up donc en start-up, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs peuvent changer souvent. C'est-à-dire que moi en 6 mois que j'ai fait 6 mois que je suis restée et ben, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vraiment, ça changeait vraiment souvent. En fait, on avait un gros projet qu'on voulait faire, qui finalement on pensait abandonner et un jour, on nous annonce qu'on le fait. Mais en fait, moi-même, j'étais pas au courant qu'on faisait ce projet, en fait. Donc j'étais un peu surprise, je me suis dit: «Ah mais en fait on le fait!» Du coup, ça changeait un peu toutes les semaines. Des fois c'est un coup on va faire ce projet, en fait on va pas le faire, en fait on va le faire. Donc c'est vrai qu'en start-up, faut vraiment s'adapter parce que ça peut pas mal changer. Donc des fois, on a une première idée et en fait, ça va changer. Donc du coup, c'est pas facile de suivre. Adaptabilité, maximum alors. Je pense que c'est le mot maître en start-up, adaptabilité. Après, ce qui était bien, c'est que, bah, en fait, j'étais libre dans mon travail, c'est-à-dire que je pouvais proposer des projets. Si je trouvais un sujet intéressant, par exemple, je me disais toujours, «Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait, aider Sport Testing à se développer ou qui pourrait être utile?» Donc par exemple, c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller un peu creuser dans la littérature, scientifique. Donc ce qui m'allait très bien parce que bon, je suis très curieuse donc je me disais toujours Hercule Poirot, aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Du coup, je me suis bien amusée à lire des articles. Bon, ils étaient pas forcément faciles à comprendre parce que les articles de recherche en mathématiques sont pas, si simples que ça. Mais j'ai réussi à peu près à comprendre, l'essentiel qui m'a permis à peu près de le mettre en œuvre. Au final, je m'en suis à peu près sortie. Mais ouais, si je devais retenir qu'un mot de ce stage, c'est vraiment rebondissement parce que, bah, il y a la phase que bon, on voit quand je vois mon rapport de stage, je me dis: «Ça va, mon stage, il a été à peu près structuré». Au final, j'ai fait quelque chose d'à peu près, logique, mais on voit pas tous les rebondissements qu'il y a eu. Un mois avant que je finisse, pour la petite histoire, pour une des nombreuses anecdotes et ben, en fait, on nous a annoncé que, bah, en fait, la start-up, elle fermait définitivement. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la semaine enfin, de demain, bah, on était en vacances forcées et qu'en fait, on pouvait plus travailler sur les projets qu'on développait. Après, heureusement, je les avais à peu près finis, c'était à peu près fini pour moi, donc je m'inquiétais pas trop parce que je me disais: «Au pire, il te reste qu'un mois de stage, tu as dû faire le minimum et de toute façon, tu as quelque chose à présenter pour ton stage». Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit coup parce que, bah, c'est vrai que c'est des projets sur lesquels tu as travaillé et au final, bah, ils seront pas vraiment utilisés et donc en vrai, c'est dommage parce qu'on se dit: «Ah, l'idée, elle était vraiment bien, c'est dommage que ça ait pas continué». Et après, c'est vrai que ça fait un petit coup quand même parce qu'après je me suis dit: «Ben, comment je peux me sortir de cette situation?» parce que, bah, concrètement là j'ai plus de stage et je suis censée faire encore un mois. Mais après j'avais de la chance, c'est que, bah, en fait mon tuteur de stage,
il était pas que dans la start-up, il travaillait aussi, dans un autre centre, au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et donc il m'avait déjà donné des données pour, en gros pour à des fins qu'on les utilise à des fins scientifiques. Donc en gros, ça m'a permis, je me suis dit: «Ah mais en fait Lorraine, ces données elles sont pas liées à l'entreprise, donc peut-être que tu peux continuer à travailler dessus». Du coup, j'ai dû un peu, négocier avec l'université, on va dire. Enfin après, ça les a un peu arrangés je pense parce que, bah, je leur ai amené une solution, on va dire, au problème et c'est vrai que, bah, du coup ils ont accepté. Du coup, j'ai changé de sujet de stage, j'ai fait tellement de paperasse, je pense que je suis une spécialiste des avenants et des conventions de stage vu le nombre que j'en ai fait. Mais bon, au final, j'ai réussi à finir mon stage et à passer ma soutenance donc franchement, ça va. Mais c'est vrai que j'ai eu des petits coups, j'ai eu pas mal de rebondissements, quoi. On peut dire que la vie en start-up n'est pas de tout repos. Après, un épisode d'Hercule Poirot est rempli de rebondissements aussi, donc c'est un peu normal. Et en parlant de rebondissements également, il y en a un de taille quand même, c'est la création de ce podcast en fait, Parcours Mathématiques. Ça t'est venu quand? À quel moment? Oui et pourquoi? Ah ça, c'est une bonne question. Donc je dirais que parcours mathématique, donc déjà j'écoutais beaucoup de podcasts. On va dire que j'aimais quand même beaucoup les podcasts, c'est un format que j'adorais écouter et c'est vrai que je pense que c'était il y a plus d'un an, enfin au mois de juillet de l'année dernière. En fait, j'étais en train d'écouter un podcast, un peu dans ce que j'adore, c'est-à-dire, vraiment des expériences de vie. En gros, des gens qui racontent leur expérience. Par exemple, leur expérience dans l'entrepreneuriat, leur parcours de vie. Enfin, en fait, c'est vraiment ça que j'adore écouter en podcast. Donc j'écoutais ça et je réfléchissais, je me suis dit: «Tiens, en vrai, j'aimerais bien en écouter, sur des gens qui travaillent un peu dans les maths, enfin ou des métiers un peu similaires». Parce que je me suis dit: «Tiens, ça pourrait me donner de l'inspiration sur ce que je veux faire». Des fois, c'est vrai que ça donne de l'inspiration et on se dit: «Ah tiens, en fait, j'aimerais bien faire ça». Du coup, je commence à chercher et je vois qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Je me dis: «Ah c'est dommage, il y a peut-être quelque chose à faire». Je sais pas pourquoi, d'un coup je me dis: «Tiens, mais en fait si on crée un podcast sur les mathématiques, ce serait super bien». Comme ça on pourrait donner de la visibilité et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce qu'on peut faire avec des études de maths, ce serait l'occasion. Du coup, j'en parle à mes amis et ils me croient pas quand je leur dis que je vais faire un podcast au début. Ils croient que c'est une blague, mais dans ma tête, c'est pas une blague, c'est réel. Mais je me dis avant d'annoncer quoi que ce soit, faut que je regarde si c'est possible, de le faire techniquement. Donc je regarde un peu si c'est possible techniquement et tout et tout. Quand je me dis que c'est bon, bah, je me lance. Du coup, je me suis dit: «Bah, la première chose, c'est qu'il va falloir trouver des gens» et je me dis, bah, avec qui, par exemple, j'aimerais bien discuter. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens, on aimerait bien discuter et en fait, mon but, c'était vraiment, à travers Parcours Mathématiques, en fait, je voulais pas refaire la page de l'ONICEP. Genre les fiches métiers de l'ONICEP, je voulais pas ça pour Parcours Mathématiques. Je voulais un truc plus basé, je voulais que les gens, ils racontent plus leur expérience que leur parcours, mais qu'on voit que c'est pas tout lisse, peut-être un peu leurs doutes, les moments où ils étaient sûrs d'eux. Enfin, c'était plus ça que je voulais transmettre à travers, Parcours Mathématiques. Donc ça a toujours été mon idée de faire, des interviews de personnes et donc je me suis mis à chercher des gens. Donc en fait, j'avais mon petit fichier Excel, donc j'avais marqué, les métiers par exemple, soit j'avais marqué les métiers qui m'intéressaient, soit, je marquais par exemple des personnes. En fait, soit les personnes, j'aimais bien leur parcours et je me disais que j'aimerais bien les interviewer, soit je cherchais des métiers. Donc je regardais un petit peu les gens en fonction du métier, soit des gens que je connaissais plus ou moins. Parce que c'est au début, c'est un peu plus facile, c'est dur de vendre un projet de podcast quand ton podcast, il existe pas du tout. Mais du coup, je me suis dit que bon, ce problème, il se résoudrait avec le temps et qu'il fallait que je trouve quelques invités pour, faire les premiers épisodes. Donc au final, j'étais heureuse parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu positivement et c'est vrai que ça fait plaisir parce que du coup, je me suis dit: «C'est bon, j'ai arrivé à le lancer». Mais c'est vrai que les débuts du podcast, c'est pas forcément facile parce que, bah, il y a tout à faire et je m'y connaissais pas du tout et ben, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut tout préparer, en fait. Faut préparer, faut arriver à créer un site, une vignette, une description. En fait, il y a beaucoup de choses à rédiger, à préparer pour, ne serait-ce que qu'il soit puisse être mis en ligne et même le montage audio au début quand on s'y connaît pas, c'est pas super facile. J'ai passé beaucoup de temps à monter les premiers épisodes. Mais maintenant ça va mieux, hein, parce à force, on y arrive mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Mais franchement, je pense que j'ai été heureuse de discuter avec toutes les personnes que j'ai interviewées. Enfin, j'ai trouvé toujours ça intéressant et vraiment, je pense que c'est la partie, vraiment que j'aime le plus dans le podcast, c'est vraiment de discuter avec mes invités, quoi. Parce que même moi, je pense que j'apprends de mes invités. Ça peut paraître fou, c'est vrai que moi, je le fais dans l'idée que ça va
aider d'autres personnes à trouver un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. Mais en fait, même moi, des fois, il y a des réflexions que mes invités font, je me dis: «Ah mais c'est vrai qu'ils ont raison. C'est vrai que c'était intéressant» et du coup, c'est marrant parce que du coup, même moi, j'apprends de mes invités, que ce soit sur leur parcours ou même, des leçons de vie, quoi. D'accord, mais alors concrètement, comment ça se passe, quand tu dois faire un épisode? Tu as ta liste, tu as un contact ou tu as des contacts à l'avance? Tu crées tes épisodes un peu en avance? Combien de temps ça te prend? Enfin, en termes, artisanal là, comment tu t'y prends un petit peu? Bah, en soi, j'ai une liste avec beaucoup de gens, mais bon, je contacte pas toutes les personnes forcément en même temps. En fait, souvent, c'est que j'essaye de trouver un invité, mais on va dire, j'ai pas forcé en fait, c'est pas forcément planifié, très à l'avance, en fait. C'est-à-dire que des fois, je peux trouver des gens et je vais demander comme ça parce que je me dis: «Ah tiens, j'ai pensé à ça». Mais j'ai pas forcément, on va dire, de date ou de plan hyper précis. Après, un peu pour les dates de parution, mais pas trop pour, les contacts. En gros, je contacte plus ou moins de gens, bah, toujours un petit peu au début, j'en contactais plus que ce que j'en voulais parce qu'en fait, on va dire, il y a des gens avec qui, par exemple, qui vont pas être d'accord, ou par exemple, qui ont pas un parcours qui va aller ou qui sont trop occupés pour, enregistrer, en fait, même s'ils voudraient bien. Donc du coup, j'en avais un petit peu plus au début. Maintenant, ça dépend. Mais du coup, en gros, la première chose, c'est de trouver une personne, d'arriver à fixer une date, ce qui est pas toujours facile, parce que des fois, ça peut être une date, 1-2 mois après, enfin, ça peut être vraiment longtemps après que je les ai contactés que je trouve une date. Donc du coup, le podcast, il va pas sortir tout de suite. Et puis après, bah, moi, j'essaie de préparer un peu une interview. Ça veut dire que, bah, si c'est quelqu'un, qui a un peu de visibilité sur internet, enfin, en gros, on peut chercher sur internet et comme ça, on sait les principaux points de la personne. Et du coup, je me dis: «Tiens, qu'est-ce que j'aimerais demander à cette personne?» Bon après des fois je me dis que mon avis il est peut-être un peu biaisé parce que j'ai quand même un master en mathématiques donc je connais à peu près bien le système. Mais c'est vrai que pour des gens qui connaissent moins, peut-être c'est un peu plus dur à suivre, je sais pas. Du coup je me fais les questions ou les thématiques que j'aimerais bien aborder. En gros, je fais les thématiques, les questions qui me viennent comme ça. J'écris tout d'un coup comme ça, je mets tout un peu en vrac. Après je réorganise un petit peu puis j'envoie l'invité s'il veut préparer un petit peu, les questions. Parce que, bah, des fois il y a des questions, je pense elles sont pas si simples que ça à répondre, sans préparation. Et puis donc après, bah, on enregistre l'épisode comme, là on est en train d'enregistrer cet épisode. Donc c'est soit en présentiel. Au début, je faisais un petit peu en présentiel quand c'était à Strasbourg et maintenant plus en distanciel parce que ça me permet d'avoir, des invités un peu plus variés. Et puis après, le pire arrive, le montage. Le montage, je pense que c'est la partie la plus ingrate du podcast parce que de ça prend beaucoup de temps parce que quand tu as 1 heure et demie, d'interview et que de il faut tout monter, bah, déjà tout réécouter, ça prend du temps. Et je pense qu'à la fin, enfin moi je coupe en fait par bout. Je monte par, quart d'heure ou ouais par quart d'heure, parce que sinon c'est vraiment, enfin c'est un peu désespérant parce qu'1 heure et demie c'est super long. Je pense que pour monter 1 heure et demie, tu as bien pour 20 heures de montage à faire. Le temps de réécouter et tout. Et je pense qu'à la fin, ce qui est pire dans le montage, c'est de de réécouter les gens. Une fois ça va, mais quand c'est la 10e fois que tu entends les gens dire la même chose, il y a un moment tu connais par cœur l'épisode et c'est et en plus tu t'entends et chaque fois tu te dis: «Non mais qu'est-ce que j'ai dit là? Mais j'ai raconté n'importe quoi», c'est horrible en fait. Et en plus, on entend les «e» parce que les gens tout le monde dit beaucoup de «e». Mais sauf qu'en montage, je sais pas, je pense qu'on les entend en plus. Du coup, j'essaie de les enlever les «e». Mais en vrai à la fin, quand c'est le 300e «e» que j'entends, mais je ne peux plus le supporter. Je me dis: «Non, encore un «e». Non mais c'est pas possible, j'en peux plus». Du coup, le montage, c'est vraiment la partie la plus ingrate. Vraiment, je pense que j'aime pas vraiment le montage, mais bon, on va dire que c'est un mal nécessaire parce que sinon l'épisode, c'est pas très propre. Mais vraiment, j'aime pas du tout. Et puis bon, après, bah, faut publier l'épisode, faut le programmer sur la plateforme, faut faire une petite vignette, une petite description. Donc en fait, je réécoute l'épisode et je marque les points clés, enfin, j'essaie de faire un petit résumé. Et puis après, bah, je communique un petit peu sur les réseaux sociaux, sur l'épisode qui vient de sortir, ce genre de choses. Donc j'essaie d'écrire un peu des choses. Du coup, j'écris beaucoup. En fait, il faut beaucoup écrire pour faire un podcast. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il faut écrire beaucoup de scripts, de petits trucs comme ça et en vrai, ça prend du temps. Mais après, j'aime bien écrire. On va dire, c'est une partie que j'aime bien, toute la partie écriture, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et donc ça, c'était une petite dédicace que tu couperas ou pas. Pour l'instant, parcours mathématiques qui a donc 1 an ou en tout cas qui va aller fêter, ces jours-ci. C'est combien d'épisodes? Alors bonne question. Je t'avoue que je sais même pas là comme ça. Je dirais 8. Faut que je regarde. Mais il me semble que je dois avoir un truc comme 8 épisodes. Je vais vérifier ça. Ah, j'ai 9 épisodes. Donc en fait, c'est le 10e en plus. Ah ben bravo, nickel.
C'est vrai qu'en plus, le dernier épisode, c'était un épisode un peu spécial parce que, bah, en fait, c'est quelqu'un qui m'avait invité pour, faire une sorte d'un peu de podcast, documentaire sur, la journée parité qui avait lieu à l'université de Jussieu à Paris. Donc du coup, c'est un épisode un peu hors série de parcours mathématiques, mais c'était un épisode très sympa. Mais du coup, le montage était pire parce que les formats documentaires, il faut prendre plein de petits bouts pour relier tous les bouts qu'on a enregistrés. Donc j'avais beaucoup de fichiers, le montage était assez compliqué, mais au final, je trouve que ça rendait bien et puis j'aimais bien, les invités, ils avaient des trucs vraiment intéressants, mais moi je me suis dit: «Ah, j'ai appris plein de trucs en fait à cette journée». C'était super. Donc on a bien compris que tu faisais ce podcast pour les autres évidemment et ça c'est super chouette, mais aussi pour toi et je crois que, bah, ça faut pas le négliger, c'est important et tu as acquis une petite expérience donc, dans le monde du podcast et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou un moins jeune, qui voudrait se lancer justement dans ce monde-là, dans le monde du podcast? Alors j'aurais plusieurs conseils. Déjà, je dirais qu'il faut vraiment, oser se lancer si on a vraiment envie de se lancer. Après, je préciserais qu'il faut pas se lancer forcément pour les mauvaises raisons. En gros, faut pas se lancer juste, parce qu'on a envie de se faire de la pub ou parce que le podcast c'est en train d'augmenter aujourd'hui. Je dirais qu'il faut vraiment le faire parce qu'on a vraiment envie de faire un podcast, parce qu'on a vraiment envie de parler d'un sujet, ce qui était un peu mon cas. Vraiment qu'on a envie de parler avec ses par exemple, on peut avoir des invités avec qui on a vraiment envie de discuter et puis je pense que là, on aura vraiment une plus-value. Mais je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se lancer et je rajouterais qu'il faut pas, être trop perfectionniste et vouloir que tout soit parfait du premier coup. Parce que je pense que les premiers podcasts, ils seront jamais parfaits, mais en vrai, c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure, on va s'améliorer. Donc je dirais que, bah, faut se lancer, même si c'est pas parfait, il y a bien un moment, il va falloir commencer. Donc je dirais de préparer le podcast pour qu'il soit au mieux, mais de, pas hésiter à un moment à se lancer, quoi. Et donc, tu nous as dit que tu connaissais ce monde-là un petit peu en tant qu'auditrice, que tu aimais bien des podcasts d'entrepreneuriat ou peut-être d'autres choses. Tu aurais, alors là, c'est le moment carte blanche en fait, tu aurais un podcast toi, préféré à recommander? Alors, c'est vrai qu'en podcast préféré, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts, donc c'est pas forcément facile parce que j'en écoute, des assez différents. Donc en vrai, dans mes préférés, bah, je pense déjà que je peux mettre, bah, celui qui m'a inspiré ce podcast. En fait, je me souviens même de l'épisode que j'écoutais quand j'ai pensé à Parcours Mathématiques. En fait, c'est le podcast, In Power, donc c'est un podcast un peu sur l'entrepreneuriat. En gros, c'est un peu sur l'entrepreneuriat, mais pas que. En gros, dans ce podcast, ils interviewent, des personnes et c'est vraiment, porté un peu sur leur parcours de vie et je pense que c'est ça que j'aime beaucoup et je pense que l'épisode que j'écoutais, c'était, quand j'ai pensé à Parcours Mathématiques, c'était l'épisode d'un coach personnel, c'était l'interview de David Laroche, d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé et heu et voilà. Donc cet épisode, il est très bien. Donc si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas et après sinon, j'écoute pas mal de podcasts aussi sur le sport que j'aime bien. Donc, en podcast sur le sport, ce serait plus sur la course à pied là. Ce serait «Dans la tête d'un coureur». Je le trouve vraiment qualitatif et franchement, toujours des nouveaux sujets, ils arrivent bien à se renouveler donc, je dirais que c'est dans mes podcasts préférés. Ah oui, j'en écoute aussi sur la pâtisserie. Je trouve ça original comme sujet. En plus, j'adore la pâtisserie donc, vraiment c'était sympa même, d'avoir, l'interview un peu de chef pâtissier. J'aime beaucoup l'interview de Philippe Conticini. Franchement, même son parcours, même sa façon de parler, franchement, je pense que c'est une personne, vraiment une belle personne et son discours est très bien. C'est dans mes épisodes préférés, je dirais. Après, j'en ai écouté tellement que peut-être que j'en oublie parce que vraiment, à force d'écouter, franchement, si vous voyez ma liste de podcasts, que j'ai téléchargés, je sais pas il y en a combien, mais il y en a au moins 50 qui attendent d'être écoutés, donc j'en ai pour un petit paquet de temps à tous les écouter là. Donc ton avenir en tant que, auditrice de podcast, il est assuré et en tant que créatrice, alors, tu vas trouver un métier là dans lequel, tu vas passer du temps. Est-ce que tu penses pouvoir te dégager également du temps pour continuer Parcours Mathématiques? Comment tu vois l'avenir en fait de ce podcast? Comment je vois l'avenir de mon podcast? Bah, en fait, déjà, je vois pas trop mon propre avenir, pour le moment. Enfin, je sais un peu ce que je veux, mais je sais pas trop où je serai dans 6 mois. Donc déjà, c'est pas facile de se projeter, sur l'avenir actuellement. Après, sur l'avenir de Parcours Mathématiques, bah, en fait, je peux me dire que hier, j'ai déjà eu une j'ai déjà eu une idée, une interview, une personne à interviewer que je sais que je vais le faire, mais pas tout de suite. Et sinon, j'ai d'autres idées de thématiques, mais je sais pas si je les donne ici ou pas. Peut-être pas.
Je vais peut-être garder un peu de suspense, mais en gros, j'ai quelques idées de thématiques que j'aime, bien et que j'aimerais aborder sur le podcast. J'ai aussi pensé à faire d'autres formats, enfin peut-être un peu différents de l'interview, mais au final, je pense quand même rester sur l'interview parce que je trouve que c'est quand même le format que j'aime le plus et je trouve que c'est le plus simple. Après, j'avais pensé, en gros, à un moment, j'avais pensé à faire un podcast, un peu dans l'idée de parcours mathématique, mais pas sur les mathématiques. En gros, j'aurais aimé faire un podcast, mais pas moi toute seule, mais en gros avec des spécialistes un peu de chaque filière, par exemple, de l'université, genre droit, médecine, avoir des gens qui font, des podcasts sur un peu comme dans ma veine, mais si tu veux pour présenter d'autres parcours parce que moi je peux rester que sur les mathématiques parce qu'il y a que ça que je connais. Du coup, j'aurais aimé trouver des gens pour, justement donner plus d'aide un peu aux lycéens et tout, pour trouver sa voie et pour se revoir un peu toutes les débouchés possibles, selon les filières. Bon, c'était un projet à plus grande échelle, donc je suis pas sûre qu'il verra le jour, enfin, je sais pas s'il verra le jour un jour, mais en gros, c'était ça traîne un peu dans ma tête, de faire un podcast un peu, où on pourrait avoir plusieurs disciplines. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien et c'est vrai que sur parcours mathématiques, ben, moi, c'est facile de parler de mathématiques parce que c'est ce que je fais. Donc je connais un peu plus les débouchés à force. Mais je serais incapable, par exemple, de parler des débouchés des études de biologie. J'en ai vraiment aucune idée. Si je trouvais quelqu'un qui était intéressé et tout, pour même dans d'autres domaines, hein, parce que j'aimerais bien faire ça à plein de domaines. Mais on verra. C'est dans mes idées. D'accord, ouais, c'est intéressant en effet, de créer une plateforme, parcours, universitaire ou avec, avec différents acteurs. En effet, c'est assez vendeur, hein, et puis il y a un vrai public qui serait demandeur, je pense, en termes de lycéens, oui. Et ben, pour rester, sur les maths, tu nous as pas mal parlé de ton parcours, de ce qui t'a animé, de ce qui t'a amené ici, mais tu as probablement un 1 souvenir, de maths, en fait? C'est la question que tu poses, je le sais, à tes invités, mais bah, je me permets de te la poser également. C'est quoi ton premier souvenir mathématique? Cette question, je pense qu'elle est pas facile à répondre. Il y a beaucoup de mes invités qui galèrent avec, mais moi ça va parce que en fait, quand je l'ai écrite, j'avais une idée de ce que j'y aurais répondu. C'est le moment. Donc mon premier souvenir mathématique, alors, moi je me revois enfant, je dirais peut-être j'ai peut-être autour de 8 ans et moi ce que j'adore vraiment, enfin déjà j'aime beaucoup les mathématiques, je me revois, faire des résolutions de problèmes. Franchement, ce que j'adorais, c'était vraiment, les petites, résolutions de problèmes, enfin niveau école primaire, mais j'adorais faire ça. Du coup, je pense que c'est vraiment mon 1er souvenir mathématique. Vraiment, résoudre les problèmes, c'était vraiment ce que j'adorais et j'aime toujours ça. Mais ouais, je me revois avec mes petits cahiers là, à essayer de résoudre les problèmes, à rédiger les problèmes mathématiques. Du coup, je pense que c'est vraiment ça mon premier souvenir mathématique. Donc un souvenir qui a traumatisé beaucoup de personnes, pour toi, c'est vraiment un gros kiff, quoi. Ouais, après j'ai jamais détesté les mathématiques, moi j'ai toujours adoré donc je peux pas, forcément c'est un souvenir positif. Bon, bah, c'est super. Bah, en tout cas, merci pour cette interview, Lorraine. Bah, merci, de m'avoir interviewée. C'est marrant de passer de l'autre côté du micro. D'ailleurs, je vais te rendre ta place, hein, évidemment, pour le prochain épisode, qui viendra dans quelques temps. Je te laisse le dernier mot. Moi, je te remercie de m'avoir invité, puis de m'avoir fait confiance à ce niveau-là. Et puis, ben, à toi le micro. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas donc à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast. Ça permet vraiment de soutenir le podcast. En tout cas, je vous dis à très vite sur Parcours Mathématiques.